Salut et bienvenue à vous les passionnés d'art en tout genre. Pour ce 10e numéro, toute l'équipe de l'agenda vous a concocté un menu aux petits oignons, histoire de rassasier votre appétit et votre soif de culture. Pour une belle entrée en matière, direction Amiens et son Festivart qui souffle ses 10 bougies cette année. Cerise sur le gâteau, on ira à la rencontre des Belles du Nord, ces 4 statues du XVIe siècle découvertes à Orchy. Et ils nous avaient donné l'eau à la bouche le mois dernier. Ça y est, Alexandre Bloch a succédé à Jean-Claude Casatsu à la direction de l'Orchestre National de Lille. Vous aurez le privilège d'assister au concert historique. Et pour parfaire ce menu gargantuesque, on suivra la première édition du festival Mange Lille. La culture culinaire, c'est aussi un trésor de notre région. Prêt pour le festin? Alors c'est parti. On va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire au Festivart d'Amiens. 10 ans que des Picards passionnés et bénévoles nous donnent rendez-vous pour partager un moment où toutes les disciplines artistiques se confondent. Spectacle de feu, show burlesque, musique, c'est à Amiens qu'on va se régaler. Hétéroclite, énergique, généreux. Voici 3 mots qui résument parfaitement le dernier Festivart d'Amiens. Les 22 et 23 septembre, nous étions dans les coulisses du festival avec les écorcheurs d'Amiens. Si vous l'avez manqué, allez c'est parti, on rembobine. Le Festivart investit depuis 10 ans des lieux comme la Lune des Pirates ou le cirque Jules Verne. Pour la première fois cette année, ils ont installé un chapiteau en plein cœur de la ville, accessible à tous. C'est là que le conte des écorcheurs commence. Et alors par contre, ce qu'il y aura à faire pendant que Vincent crache, ce sera dégager table, lit et compagnie. Ok. Virer tout. Ok, ça on va s'en souvenir. On est une troupe de brigands à la base. Et là, on a laissé nos costumes, nos épées et nos potions magiques de côté pour proposer un spectacle qui parle d'amour. J'ai été recrutée. Je fais doublure lumière. On les retrouve quelques heures avant le spectacle pour un dernier filage à l'italienne, sans accessoires ni costumes. Un petit groupe sur la scène 1, un autre petit groupe sur la scène 2. Tchou-poum, tchou-tchou-tchou-poum, tchou-tchou-tchou-poum. Ok, solo à toi. Les écorcheurs, c'est une troupe de comédiens jongleurs semi-professionnels qui, on peut le dire, exercent dans un monde parallèle. Ce soir, on sort un petit peu de nos sentiers battus pour proposer un spectacle, on va dire, plus contemporain, qui s'appelle Incandescence. Alors Incandescence, c'est une ode à l'amour, d'abord à notre amour du feu, ça a été le point de départ. Ça parle des vices amoureux. On a l'amoureux transi qui s'abandonne, qui s'oublie. On a le personnage du possessif et le personnage du dominant. Pendant que nos nouveaux amis se maquillent en mode chamanique, de l'autre côté du rideau, des artistes de toutes disciplines se croisent sur scène. Contrairement à la plupart des autres festivals, le Festivart ne se contente pas d'une excellente programmation musicale. Ce sont tous les arts de la scène qui sont à l'honneur chaque année depuis 10 ans. Le rapport au feu pour la compagnie des écorcheurs, il est là depuis le début, c'est ce qui nous porte. On est tous un peu des écorchés. Et c'est pour ça qu'on s'entend très bien, c'est une micro-famille. Et on se soutient tous dans les moments les plus tendus, les plus forts.
Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur un trésor enfoui depuis des siècles. Ici, en 2013, à Orchy, 4 statues datant du Moyen-Âge ont été découvertes. Les Belles du Nord, comme on les appelle, ont été présentées au public et l'agenda revient sur la découverte de ce trésor. Le 22 mars 2013, les pelleteuses ont soudainement arrêté de creuser à Orchy. Un bruit sec a donné l'alerte car un roc d'une forme étrange venait d'être heurté. Ce roc s'avérera être l'une des plus belles découvertes archéologiques de ces dernières années. Ces statues, vraiment, c'est une découverte majeure. Alors, mon collègue de l'INRAP, Ludovic Debs, qui était chargé de la fouille, travaille dans la région depuis 30 ans et pour lui, c'est la plus belle découverte de sa carrière. Moi, je suis au musée depuis 3 ans et demi, donc je n'ai pas son expérience. Mais c'est vrai que c'est très très rare de trouver d'une part des œuvres de cette qualité, mais surtout des œuvres dans cet état de conservation. Les Belles du Nord sont certes bien conservées, mais pour en révéler toute la beauté, 2 restauratrices ont été chargées de leur redonner l'éclat de la jeunesse. Avec l'une des conservatrices du Palais des Beaux-Arts, Julie-André Magellesi tente de percer les mystères de cette statue réalisée il y a environ 400 ans. C'est un peu étrange parce qu'il reste du noir aussi sur les yeux, il reste un petit peu de préparation ocre. Mais moi, le noir sur les yeux, je pense qu'il n'est pas d'origine, de toute façon. Il est trop épais. Et le ruban, vous voyez la couleur ou... Là, non, je crois que c'est noir aussi, c'est étrange. Ouais, ça, c'est entre le gris et le noir, on a des couleurs qui sont pas très habituelles. Donc elle aurait pu être badigeonnée en gris à un moment donné. Ouais. Un certain nombre d'énigmes ont déjà pu être résolues en fouillant à la fois les archives de la région et les détails de chaque sculpture. Ces œuvres, on sait qu'elles ont été enterrées dans une certaine précipitation parce qu'on sait que la terre qui a été sortie de la fosse a servi à la remblayer. Les œuvres ont quand même été disposées avec soin à l'intérieur, mais on sentait que les personnes qui les ont déplacées ont eu du mal avec leur poids, donc ils les ont mis un peu comme ils ont pu. Ça fait penser à un enfouissement à la Révolution française. Donc à un moment où on sait qu'à Orchy, on a eu des actes de vandalisme sur le mobilier de l'église paroissiale. Et donc on peut imaginer que certaines sculptures ont été protégées de cette manière en étant mises en terre. Qui les a fabriquées ? On ne le sait pas encore, mais la pierre employée est un calcaire local. Petit à petit, à force de se pencher sur ces pièces rares, les mystères s'élucident. Il s'agit d'une statue de Sainte Agnès. Alors comment est-ce qu'on le sait ? En fait, on a un indice qui nous reste, malheureusement une partie qui a été détruite de la statue. Vous avez des sabots sur sa robe. Et en fait, ces sabots, ce sont ceux d'un agneau. Et l'agneau, c'est l'attribut traditionnel de Sainte Agnès, qui était une sainte très populaire à la fin du Moyen-Âge. Le moine, on aimerait beaucoup l'identifier, mais pour le moment, on a un petit souci. C'est qu'il lui manque la main dans laquelle il avait probablement l'attribut qui nous permettait de savoir de qui il s'agit. On sait simplement qu'il devait s'agir d'un bâton ou d'une crosse, puisqu'on a un trou dans le pied dans lequel on avait un bâton qui prenait appui. C'est à l'aide de pinceaux et de gel d'agar-agar que les restauratrices tentent d'ôter la terre qui a recouvert les statues. Comme c'est une restauration assez longue, on va passer quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois en leur compagnie, et ça, c'est pas courant. Tous ces détails que l'on découvre et qu'on redécouvre à chaque jour, c'est très émouvant. Ça restera sans doute une des restaurations les plus qui marquera le plus, parce que c'est des objets très attachants. Le rôle de cette équipe est de remettre en état ces statues pour les présenter au public dès le mois d'octobre et raconter ainsi un bout de leur histoire. Ce travail a pu se faire grâce au mécénat, en grande partie privé, d'entreprises de la région. On s'est installé à l'endroit exact où on a retrouvé les statues, les Belles du Nord comme on les appelle. Ludovic Debs, bonjour. Bonjour. Ça a bien changé depuis 2013. Ah oui, ça a beaucoup changé. Je suis arrivé, c'était un parking et maintenant c'est construit. Alors on va faire les présentations. Vous êtes archéologue pour l'INRAP, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. Et c'est vous qui étiez en charge donc, du diagnostic archéologique. C'est quoi la différence avec des fouilles ? Alors le diagnostic archéologique, c'est une étape préliminaire qui nous permet de savoir s'il y a un site ou pas avant une construction et de savoir s'il faut faire une fouille complète ou pas.
Et combien de temps prend un petit peu le chantier? Alors, un chantier normal comme celui-là, on était parti pour 4 jours. Découverte des statues, ça a pris un peu plus de temps, on est resté 2 jours de plus. Alors on parlait des difficultés rencontrées lors d'un chantier. Est-ce que c'est plus difficile de faire des fouilles dans une ville qu'à la campagne par exemple, ou pas du tout? Oui, c'est plus compliqué dans une ville parce que dans une ville, on a une succession de couches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système d'évacuation des déblais, il n'y a pas de camions comme on a actuellement. Donc les gens ont plutôt tendance à étaler les gravats de démolition quand ils démolissent un bâtiment et à construire par-dessus, ce qui fait qu'on a une succession de couches sur plusieurs mètres parfois qui représentent toute l'histoire du site, alors qu'à la campagne, on est plus sur un terrain plat, dans lequel on voit se dessiner les différents vestiges. Là, on est obligé de raisonner à la fois en horizontal et en vertical. C'est un peu plus compliqué. Actuellement, il y a pas mal donc, de chantiers sur le territoire français, bien évidemment, et particulièrement dans le Nord. Il y en a à Amiens, il y en a dans la Somme. Qu'est-ce qu'on trouve en général sur le sol des Hauts-de-France ? On trouve toute l'histoire de l'humanité, puisqu'on commence à l'apparition des premiers hommes de Néandertal dans la région, et puis on finit à l'époque contemporaine, puisqu'on fouille également des vestiges du 19e, voire même du 20e siècle. Actuellement, j'ai des collègues dans le Pas-de-Calais qui fouillent une ferme appartenant à un évêque du Moyen-Âge, et c'est un site exceptionnel. On trouve tout. Alors les Belles du Nord aujourd'hui ont trouvé leur place au musée des Beaux-Arts à Lille. Est-ce qu'on a d'autres découvertes de la région qu'on peut découvrir dans d'autres musées? Oui, alors il y a quelques vestiges archéologiques de fouilles qui sont exposés au musée de Valenciennes, essentiellement des vestiges gallo-romains. Des vestiges gallo-romains également au musée de Bavay, mais c'est vrai que dans la région on manque un peu d'espace pour l'archéologie du Moyen-Âge en particulier et l'archéologie lilloise, puisqu'il n'y a pas de musée archéologique à Lille, et c'est un peu dommage parce qu'on a encore beaucoup de trésors à montrer. Justement, qu'est-ce qu'on trouve le plus couramment dans le sol du nord du pays? Alors, le vestige le plus courant, c'est la céramique, la poterie, puisque c'est ce qui servait le plus et c'est en même temps assez fragile pour être régulièrement cassé et donc jeté. Donc ça, c'est vraiment le vestige le plus abondant et en même temps, c'est ce qu'on appelle notre fossile directeur parce que la mode change beaucoup en céramique et donc c'est ce qui nous permet de dater très rapidement les différentes couches qu'on découvre et de savoir si on est plutôt dans le Moyen-Âge ou dans l'époque gallo-romaine, par exemple. Et quelle est la découverte que vous avez faite qui, pour vous, est celle que vous mettez devant toutes les autres? Ah bah les Belles du Nord, forcément. Merci Ludovic Debs. Merci. L'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. Cette citation d'Herbert von Karajan n'est sûrement pas la raison du départ de Jean-Claude Casadesus à la direction de l'Orchestre national de Lille. Et pourtant, le passage de baguette a bien eu lieu, c'était le 29 septembre. Ça vous dit d'assister aux répétitions de ce concert historique? Ça se passe par là. Jean-Claude Casadesus, Alexandre Bloch, deux personnalités uniques que nous aimons croiser devant et derrière la scène. Nous étions donc présents à leur dernière répétition commune, celle de la transmission de baguettes. D'ailleurs, comment ça se transmet une baguette? Alors moi je cours et je te passe le... C'est ça, non? Alors on l'a déjà fait, moi j'ai déjà fait dans les classes de direction, ça marche très très bien, mais on va faire un truc un peu plus sobre. C'est une transmission symbolique. J'ai ma baguette, il en a une ou il n'en a pas. Il nous arrive de diriger sans baguette, mais le propre, c'est de dire « Bienvenue, cher Alexandre, dans ces nouvelles fonctions. » Et je suis heureux de te transmettre mes responsabilités artistiques. Je voudrais vous dire de tout cœur combien j'ai été heureux de passer toutes ces années avec vous, combien j'ai appris humainement et artistiquement à votre contact, combien cette belle aventure a été une des plus belles choses de ma vie. Je vous souhaite, avant le brouhaha de ce soir où je serai aussi un tout petit peu contraint de dire quelques mots, mais là, je trouve que dans notre intimité, c'est mieux. Je vous souhaite le plus beau futur. Je vous embrasse tous. Après 41 ans à l'ONL, Jean-Claude Casadesus peut affirmer qu'il a embauché absolument tous les musiciens de ce qu'il appelle sa maison. À quelques heures du concert, le trac s'est-il insinué dans l'auditorium du Nouveau Siècle.
Non, lui, il n'a pas le trac. Lui. Ouais. Faut me dire ça. Non, le trac, c'était au début de la semaine. Le trac, il est avant les répétitions, avant la première répétition. Une fois que les répétitions sont engagées, c'est le moment où on travaille. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que le moment du concert, c'est le moment où on lâche les chevaux et on va s'éclater. En général, c'est toujours le bazar. En général, on dit toujours qu'il faut avoir une générale soit très mauvaise pour que le concert soit super. Je dis même pas trop parfaite, je dis vraiment des fois mauvaise. Bon là, c'est pas mauvais, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ce qui est très bien parce que autant le chef que tous les musiciens restent en alerte pour le concert et l'adrénaline ajoutant quelque chose en plus, le concert se passe toujours en général d'une manière très fluide et avec un grand plaisir. Voilà, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à laisser faire la complicité et l'émotion pour obtenir un concert exceptionnel. Alors là, c'est quoi? C'est une gousse de radis? Oui. Mais je connais pas la gousse de radis. Voilà. Et ça se mange? Ça se mange. Ok. Alors j'y vais. On se régale chez toi. Bah oui. On se régale. Bah oui. Je vous présente Driss. C'est le créateur d'un monde aux 1000 couleurs. Et vraiment, il me fait découvrir et redécouvrir les saveurs. Ça, c'est génial. Mais on vous oublie pas, les gourmands. Le festival Mange Lille a eu lieu il y a quelques semaines. Et la première édition a cartonné. On vous laisse vous régaler. Et nous, on revient juste après. Sous l'arbre. C'est chouette. Voilà. Il en débarque ce matin du légume dans la maternelle de l'homme. C'est Maxime Schellstrat, chef du maire, qui a décidé de faire découvrir aux petits les joies de la verdure. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous savez comment une plante se nourrit? Avec des graines. Non. Avec de l'eau. Oui, ça ce sont les racines. C'est un peu comme les dents de la plante. Et les feuilles, c'est les deuxièmes bouches de la plante. Est-ce que vous voulez vous amuser à aller chercher les pommes de terre? Oui. Allez, il y en a 2 ou 3 qui viennent là. On va chercher de place pour tout le monde. Là, il y en a une. Voilà. Et il y en a 2. Ah si, quand même, hein. C'est très fort. Qui n'en a pas eu? Maxime fait partie des nombreux chefs qui se sont engagés dans la démarche du festival Mange Lille. Tenez les enfants, servez-vous. Ce matin, il teste avec les enfants le menu concocté spécialement pour les écoles. Sucré, la fraise. Oui. Et est-ce que là, elles sont très sucrées? Oui. Et puis là, deuxième temps, on va manger à la cantoche. Maxime, il y a un énorme problème. Oui. Ah oui, à la table là-bas, tous les enfants aiment, sauf Malo, qui a dit c'est dégoûtant, c'est pas beau du tout. Et tous les autres ont dit c'est très bon. Ah oui, bravo. Hein. C'est du pois chiche. Du pois chiche avec des herbes aromatiques et un petit peu de citron. Tiens, goûte ça. Il aime pas. Il bien, monsieur. T'aimes bien, toi? Très délicieux. Parce qu'on a coutume de dire que dans le Nord, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de terroir culinaire. Et on voulait montrer exactement le contraire. La cuisine, c'est aussi bien la cantine pour les tout-petits. C'est manger un sandwich sur un coin de table avec une bière dans une kermesse. C'est aussi la gastronomie. Et c'est ce qu'on a mis en scène dans les grands dîners. Et c'est ainsi que Mange Lille organise son premier festival cette année avec plus de 40 événements dans toute la ville sur une semaine. À la brasserie Coke, c'est Peter Blankman qui reçoit exceptionnellement Guillaume Sanchez pour réaliser un dîner à 4 mains. On a travaillé dessus avec Peter pour faire une carte très moderne mais très terroir. Voilà. La complexité en fait d'un menu à 4 mains, c'est de réussir à trouver un équilibre entre les égos pour faire passer un bon moment au client et exprimer une idée claire. C'est ça le plus compliqué en fait dans un menu dégustation avec 2 chefs, c'est que le message doit rester clair. À la gare Saint-Sauveur, autre chef, autre ambiance. La plupart de nos événements ont souvent lieu hors des murs des restaurants, dans des lieux insolites, inédits. Et on commence ce soir assez fort avec une kermesse flamande avec Florent Laden où on attend 1000 personnes. Bon, merci à tous d'être là.
Il y en a 16 sur 30, c'est déjà pas mal. Mais c'est bien, on a les 16 meilleurs, c'est cool. L'idée de Mangile, c'est de montrer qu'à Lille, ça bouge. Ce soir, on veut montrer qu'on peut cuisiner entièrement local, entièrement bio, et qu'on peut faire ça pour un prix de 7,50 €. Ça va être rock'n'roll et ça va être bien. Bienvenue, monsieur, dame. Je vous donne une femme en signe de bienvenue, un petit dépliant. Encore 12, s'il vous plaît, encore 12. Le festival a fait un carton plein toute la semaine et les organisateurs croient plus que jamais à une seconde édition l'année prochaine avec toujours du local, du bio et de la bonne humeur. On a rejoint le chef Maxime Schellstrat en Belgique. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors où est-ce que nous sommes là? Alors ici on est dans le monde des 1000 couleurs. On est en plein milieu de la serre de Driss, de la Notte, qui est un maraîcher en biodynamie, en plein milieu des Flandres belges cette fois-ci. Et on est bien. J'ai quand même une petite question. Pourquoi nous avoir emmenés particulièrement ici, chez Driss? Alors pourquoi chez Driss? Pourquoi chez Driss? Parce que Driss, je peux plus envisager mon métier, je peux plus l'envisager à Lille sans lui. Ça a été une vraie rencontre il y a quelques années. Et je suis arrivé en plein hiver. Je suis rentré dans Alice au Pays des Merveilles. C'était impressionnant. En plein hiver, il y avait de la couleur, il y avait de la variété, il y avait des grandes plantes, des petites plantes, et il y avait à manger partout. Et j'ai vraiment compris là que le bio, ça doit pas être du marketing, que la biodynamie, c'est ça, et que la permaculture, ça peut nous apporter énormément de choses. C'est regarder plus loin que juste le goût. C'est un vrai respect finalement. C'est un vrai respect. Pour soi, Driss parle de la mère-terre, c'est fabuleux, c'est très poétique. Moi je ne suis pas aussi poétique que lui, mais on doit respecter notre environnement, on doit respecter notre terre, celle qui nous donne à manger tous les jours. Privilégier la nature et le côté très naturel de ce que l'on va utiliser dans nos assiettes, c'est aussi mettre en avant des qualités nutritionnelles qui sont moins fortes dans d'autres produits de masse, ou en tout cas produits en conventionnel. Mais alors d'où vous vient cette passion? Parce que vous êtes originaire d'Arras. Et est-ce que vous avez grandi dans cette culture culinaire? Alors pas du tout, ça m'est tombé dessus. J'ai toujours été très manuel depuis tout petit. J'ai toujours eu le souci de transformer la matière, ça c'était certain. Et puis un jour, par hasard, j'ai noté sur un bout de papier « je veux être cuisinier » et ça m'a plus lâché. Je suis pas fils de cuisinier, j'ai pas baigné dans la gastronomie ou dans des cuisines étant petit. Par contre, j'ai toujours vu mes grands-parents avec les poules au fond du jardin, le potager, rapport à la terre, poules à la maison, et vraiment le produit était là. Je pense être quelqu'un de profondément investi par le produit. Et le produit, pour moi, qui suis cuisinier, c'est le légume, le fruit, la volaille, le bœuf, le poisson. On l'a vu dans le sujet Mange Lille. Vous étiez dans la cantine d'école de vos enfants et vous avez envie de transmettre quoi? Pourquoi on n'apprendrait que les maths, le français, l'anglais, la chimie, la physique, et pourquoi on n'apprendrait pas à bien manger? Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'essayer de les sensibiliser sur des saveurs, ce que c'est qu'une vraie saveur. On n'est pas en aimant le café ou en aimant le topinambour, ça s'apprend. Moi j'ai appris exactement, et j'apprends tous les jours. Il y a des choses que je goûte que je trouve pas forcément à mon goût, mais il y a un vrai travail de fond dès le départ avec nos petits bouts sur des saveurs, des textures, comprendre d'où vient le produit. Là, on a ramené avec Driss des légumes, donc une grosse palette de légumes dans laquelle ils ont mis un peu les mains. Ils ont compris que les pommes de terre poussaient dans le sol et que c'était l'énergie du soleil, l'énergie de la terre, et grâce aux racines et aux feuilles que la plante donnait son fruit. Ce qui prend de la valeur en ce moment, qui sera incontournable demain, c'est vraiment ce côté éthique en cuisine. Et essayer de travailler le mieux possible pour moins gâcher, mieux manger, mieux vivre et mieux respecter notre environnement. Merci Maxime. Avec grand plaisir. Comme je connais votre appétit féroce pour les manifestations culturelles, voici l'agenda servi comme un panier garni à consommer sans modération et jusqu'à la fin du mois. Né quelque part, c'est pour les amoureux d'art contemporain. Ce spectacle atypique a débarqué à Roubaix et c'est jusqu'au 30 octobre.
Le 19, allez applaudir le groupe new-yorkais Boy Toy. Et oui, tout l'international débarque à Lille pour rendre hommage à La Péniche. Cette salle qui, après 7 ans de découverte et 840 concerts, va définitivement fermer ses portes. Si je vous dis JPP, ça veut dire je peux pas, j'ai piscine. C'est très drôle et ce sont 14 musiciens qui forment une fanfare colorée. Pour ne pas les louper, notez bien la date, ce sera le 29 octobre à Armentières. Et pendant les vacances, emmenez vos enfants à Villeneuve d'Ascq. Les Fables de La Fontaine revisitées, ça donne Jean de les Égouts. L'agenda, c'est terminé. J'espère que vous n'en avez pas raté une miette. Et si vous avez encore un petit creux, pensez à cette phrase de l'artiste Ben. L'art, c'est rendre à chacun ses racines. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.